Ce que nous sommes sur le point de vous raconter est l'histoire de 3 phrases qui ont plongé une salle remplie de dirigeants mondiaux dans un silence complet, bouleversé un sommet international, et poussé même l'homme le plus puissant d'Amérique à remettre en question ses propres paroles. Il s'agit d'un moment où la dignité a affronté l'arrogance, où la force tranquille a surpassé le bruit tonitruant, et où le monde a été témoin de ce qui se passe lorsque quelqu'un dit enfin ce que tout le monde pensait, mais que personne n'osait exprimer. Ce n'est pas seulement une affaire de politique ou de diplomatie. C'est le moment où la vérité a transpercé les faux-semblants comme une lame dans de la soie, coupant le souffle à chacun et posant une question fondamentale. À quoi ressemble réellement le véritable pouvoir? Les sols en marbre du Centre international de conférences de Genève avaient été témoins de leur lot d'histoire. Des présidents avaient arpenté ces couloirs. Des traités avaient été signés dans ces salles, et le sort des nations s'était souvent joué derrière ces portes dorées. Mais rien, absolument rien, n'avait préparé le bâtiment à ce qui allait se dérouler en cette fraîche matinée d'octobre. Le Forum mondial sur le développement était le genre d'événement où le champagne coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, où les poignées de main valaient des milliards, et où l'expression « responsabilité mondiale » était lancée à tout va comme des confettis à un mariage. C'était du théâtre, oui, mais un théâtre sophistiqué et coûteux, où chacun connaissait son texte et jouait son rôle avec une précision maîtrisée. La sécurité était plus stricte qu'un coffre-fort bancaire, détecteur de métaux, appareil à rayons X, et suffisamment de gardes armés pour occuper un petit pays. Chaque entrée était surveillée, chaque invité filtré, et chaque conversation probablement enregistrée. Les autorités suisses ne prenaient aucun risque avec ce rassemblement de puissance mondiale. À l'intérieur de l'auditorium principal, des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des rangées de sièges parfaitement alignés. La scène était dressée, une grande table en nu, recouverte d'une nappe blanche immaculée, des verres à eau en cristal positionnés avec une précision militaire, et des microphones testés à la perfection. C'est ici que les voix les plus influentes du monde débattaient de l'avenir de l'aide internationale, du développement global, et de ce qu'ils aiment appeler la prospérité partagée. La liste des invités était un véritable Who's Who de l'influence mondiale. Ministre des Finances du G7, président de banques de développement, PDG de grandes entreprises pharmaceutiques, et milliardaires de la tech ayant bâti leur fortune alors que la moitié du monde n'avait pas encore accès à Internet. Ils se mêlaient dans le hall, échangeant cartes de visite et politesse, tandis que les photographes immortalisaient chaque sourire et chaque poignée de main. Mais 2 hommes présents dans cette salle ne correspondaient pas tout à fait au profil typique de la diplomatie genevoise. Le premier était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. À 35 ans, il était jeune selon les standards présidentiels, mais son regard portait le poids de celui qui avait déjà traversé de nombreuses tempêtes. Il n'était pas arrivé avec le cortège présidentiel habituel, pas de flotte de SUV noirs, pas d'armée de conseillers pour lui murmurer à l'oreille, pas d'attaché de presse pour contrôler son image. Il était arrivé discrètement, presque invisible, vêtu de son uniforme militaire vert foncé caractéristique, à milieu des costumes hors de prix qui encombraient la salle. Traoré était arrivé au pouvoir par un coup d'État, renversant un gouvernement jugé par beaucoup trop proche des intérêts étrangers. Sa rhétorique anticoloniale et ses appels à la souveraineté africaine faisaient de lui un héros pour certains, et une menace pour d'autres. Les gouvernements occidentaux l'observaient avec prudence, se demandant s'il était un réformateur ou un révolutionnaire. Mais tous s'accordaient à dire une chose, il était imprévisible, et cette imprévisibilité rendait les diplomates extrêmement nerveux. Le deuxième homme était Donald Trump, ancien et actuel président des États-Unis. Il entra dans le bâtiment comme s'il en était le propriétaire, ce qui, compte tenu de l'influence de l'Amérique sur les institutions internationales, n'était pas entièrement métaphorique. Cravate rouge, coiffure impeccable, et cette assurance inimitable qui avait dominé la politique américaine pendant près d'une décennie. Son entourage remplissait 2 ascenseurs, agents des services secrets, conseillers politiques, responsables des relations publiques, et le genre de personnes dont la mission était de faire en sorte que leur patron ait toujours l'air d'être l'homme le plus important dans la pièce. Les relations de Trump avec l'Afrique avaient toujours été tendues. Ses propos passés sur le continent avaient causé des incidents diplomatiques à répétition. Sa vision de l'aide étrangère était, au mieux, transactionnelle. Pour lui, l'aide n'était pas de la charité. C'était un investissement, un levier, un outil de pression destiné à obtenir des retours concrets. Les tables rondes du matin s'étaient déroulées comme prévu. Discours préparés, engagement sur les objectifs de développement durable, et langage diplomatique si soigneusement calibré qu'il disait tout et rien à la fois. L'auditoire, un mélange de responsables gouvernementaux, de représentants d'ONG et de journalistes hochait la tête poliment, prenant des notes qui, pour la plupart, ne seraient jamais relues. Mais l'événement principal était prévu pour 14 heures, responsabilité mondiale et avenir de l'aide. C'était la table ronde que tout le monde était venu voir, celle où les chefs d'État et responsables du développement devaient discuter de la prochaine décennie de coopération internationale.
Le modérateur, un diplomate suisse chevronné nommé Klaus Miller, avait dirigé des discussions similaires depuis 20 ans. Il croyait avoir tout vu. Il se trompait. À la fin de la pause déjeuner, tandis que les délégués reprenaient leur place dans l'auditorium, une tension nouvelle flottait dans l'air. Peut-être était-ce la convergence de personnalités puissantes. Peut-être le poids des défis mondiaux exigeant de vraies solutions. Ou peut-être, simplement, était-il temps que quelqu'un dise enfin ce qui devait être dit. Trump prit place au centre de la table en U, entouré des dirigeants européens qui maintenaient une distance diplomatique tout en projetant une chaleur collaborative devant les caméras. À sa gauche étaient assis Emmanuel Macron, France, Olaf Scholz, Allemagne, et Giorgia Meloni, Italie. À sa droite, les dirigeants du Canada, du Japon et de l'Australie. Tous parfaitement positionnés, impeccablement vêtus, prêts à présenter leur point de discussion. Ibrahim Traoré, lui, était assis à l'autre bout de la table, presque isolé du groupe principal des dirigeants occidentaux. Ce n'était pas un hasard. Lors de ces événements, la disposition des sièges était calculée au centimètre près. Sa position était symbolique, présent, mais périphérique, inclus, mais jamais central. C'était un rappel subtil mais clair des rapports de force qui régissaient les relations internationales. Le modérateur s'éclaircit la gorge. Tout commença par les civilités d'usage. Distingués dirigeants, distingués invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'un des défis les plus cruciaux auxquels notre communauté internationale est confrontée. Comment garantir que l'aide internationale au développement crée un changement durable tout en respectant la souveraineté et la dignité des pays bénéficiaires? C'était le genre de questions qui pouvaient susciter des heures de discussion sans qu'aucune réponse concrète ne soit donnée. Parfait pour un contexte diplomatique où l'objectif est souvent de paraître productif, tout en évitant tout engagement réel. Les premières réponses furent, comme on pouvait s'y attendre, parfaitement calibrées. Le Premier ministre canadien parla de partenariat et de respect mutuel. La chancelière allemande insista sur l'importance de stratégies de développement fondées sur des données probantes. Le Premier ministre japonais évoqua l'innovation technologique au service du bien commun. Chaque déclaration était soignée, mesurée, et totalement oubliable. Puis Klaus Müller se tourna vers Donald Trump. Monsieur le Président, les États-Unis restent le premier fournisseur mondial d'aide étrangère. Comment voyez-vous le rôle futur de l'Amérique dans le développement mondial? Trump s'approcha de son micro. Et quelque chose changea dans la salle. La diplomatie polie, les formules prudentes, les réponses modérées, tout cela était sur le point de voler en éclats. Vous savez quoi, Klaus? Arrêtons tout ça, toutes ces absurdités diplomatiques, l'espace d'une minute. Sa voix portait ce ton brut et direct qui avait marqué sa carrière politique. Tout le monde ici connaît la vérité, mais personne ne veut la dire. Il se leva brusquement, repoussant sa chaise avec plus de force que nécessaire. Le grincement résonna dans l'auditorium soudain silencieux. Nous avons donné à l'Afrique plus d'argent que n'importe quel autre continent de l'histoire. Écoles, hôpitaux, routes, eau potable, aide alimentaire, peu importe. Nous avons payé pour tout cela. Et pas seulement nous, les Américains. Les Européens, les Japonais, les Canadiens, nous avons tous investi des milliers de milliards de dollars en Afrique au cours des 50 dernières années. Le modérateur s'agita, mal à l'aise, sentant que les choses lui échappaient. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous discuter de programmes spécifiques et de leurs impacts mesurables. Trump leva la main pour l'interrompre. Je n'ai pas fini. Parce que voilà ce que personne ne veut admettre. Après tout cet argent, après toute cette aide, qu'obtenons-nous en retour? Des plaintes. Il marqua une pause. Des critiques. Et franchement, un manque total de respect. Un murmure parcourut l'auditoire. Les caméras zoomèrent sur les visages autour de la table. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres, fascinés par cette rupture brutale avec le protocole. Regardez cette salle. Il fit un geste circulaire de la main. La moitié des infrastructures qui ont permis à ces dirigeants d'être ici aujourd'hui ont été construites grâce à l'aide occidentale. Les aéroports, les routes, les réseaux de télécommunications qui leur permettent de Twitter leurs doléances à notre sujet? On a payé pour ça. Trump se mit à faire les 100 pas, comme dans un meeting électoral. Et au lieu de gratitude, au lieu de partenariat, qu'entend-on? Colonialisme, néocolonialisme, impérialisme, exploitation. Laissez-moi tranquille. Le président français, Emmanuel Macron, semblait avoir avalé quelque chose d'amer. La chancelière allemande fixait intensément ses notes. Mais Ibrahim Traoré, lui, resta parfaitement immobile. Ses yeux sombres fixaient Trump avec une intensité presque physique. Certains de ces dirigeants agissent comme s'ils avaient bâti leur pays de toutes pièces, continua Trump. Comme s'ils s'étaient relevés par leurs propres moyens. Mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. Nous leur avons offert le progrès sur un plateau d'argent. Le moins qu'ils puissent faire, c'est dire « merci ». Il se tourna alors, pour la première fois, vers Traoré.
Certains d'entre vous, jeunes révolutionnaires, pensent qu'ils peuvent simplement ignorer l'aide qu'ils ont reçue et prétendre qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde. Le succès nécessite de reconnaître les personnes qui l'ont rendu possible. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pas le silence poli d'une salle diplomatique, mais celui, stupéfait, d'une assemblée qui n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Le modérateur ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit, comme un poisson hors de l'eau. Finalement, Klaus Müller retrouva sa voix. « Monsieur le Président Traoré, souhaitez-vous réagir à ces commentaires ?» Ibrahim Traoré se leva lentement. Aucun geste théâtral. Aucun effet de manche. Il se leva simplement, avec la grâce fluide de quelqu'un qui se sent parfaitement à l'aise dans sa peau. Contrairement à la performance martelée de Trump, le calme de Traoré attira l'attention par sa pure présence. Il ne monta pas sur le podium. Il n'en avait pas besoin. Il se tenait exactement là où il était, les mains le long du corps, et parlait d'une voix calme, mais qui remplissait chaque recoin de l'immense auditorium. « Vous nous avez donné de l'argent » commença-t-il, chaque mot mesuré, délibéré. Un silence surpris tomba sur la salle. La simplicité de cette ouverture déstabilisa tout le monde. Pas de préambule diplomatique, pas de langage fleuri. Juste une reconnaissance directe. C'est vrai. Il marqua une pause, puis reprit, sa voix légèrement plus forte. Mais à chaque dollar, vous avez pris notre dignité. Les mots frappèrent la pièce comme une onde de choc. Les délégués cessèrent de consulter leur téléphone. Les journalistes s'arrêtèrent de taper. Même les gardes de sécurité se penchèrent légèrement en avant. Et aujourd'hui, déclara Traoré, ses yeux ne quittant jamais ceux de Trump, je les ai rendus tous les deux. Un silence lourd tomba. Ce n'était pas l'absence habituelle de bruit, c'était un vide absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Le seul son perceptible était le souffle discret de la climatisation. Sur le visage de Trump, une expression de surprise. Juste un instant. Une fissure dans la façade. Il ne s'attendait visiblement pas à une réponse aussi directe. C'est très dramatique, tenta-t-il, essayant de regagner pied. Mais le drame ne change pas les faits. Mais Traoré n'avait pas fini. Il se pencha vers le micro. Sa voix résonna, plus claire que jamais. L'aide n'est pas une charité lorsqu'elle est accompagnée de chaînes. Il marqua un temps. Vous construisez des hôpitaux, oui, mais vous rédigez nos politiques de santé. Vous envoyez du grain, mais vous prenez notre or. Vous accordez des prêts, mais vous possédez nos ressources. Vous appelez cela de l'aide, nous appelons cela une transaction. Le modérateur fixait ses notes, visiblement désespéré de reprendre le contrôle. Mais les autres dirigeants restaient immobiles. Pris entre le protocole et une fascination évidente pour ce moment sans précédent. Chaque route que vous avez pavée est assortie de conditions, poursuivit Traoré. Chaque école que vous avez construite nous a obligés à acheter vos manuels, à enseigner vos langues, à adopter vos systèmes. Chaque hôpital a dû suivre vos protocoles, acheter vos médicaments, appliquer vos normes. Ce n'est pas de la générosité. C'est du business. Il fit alors 3 pas délibérés vers le centre de la table en nu. Son allure militaire se lisait dans chacun de ses gestes, précis, ferme, silencieusement autoritaire. Vous parlez de gratitude comme si nous devions remercier la main qui nous nourrit, pendant qu'elle vole nos enfants. Vous exigez des applaudissements pour une aide qui nous rend plus dépendants, pas plus libres. Trump se pencha vers son micro, son visage un peu tendu. C'est complètement injuste. Nous avons sauvé des millions de vies grâce à nos programmes d'aide. Nous avons empêché des famines, stoppé des épidémies, construit des infrastructures. Traoré leva une main. Pas de manière agressive. Pas même avec dédain. Mais avec une autorité si maîtrisée que les mots de Trump s'interrompirent d'eux-mêmes, suspendus dans l'air. Je ne nie pas que des vies ont été sauvées, dit-il calmement. Je ne rejette pas les routes, les hôpitaux, ou les écoles. Mais je ne prétends pas non plus que le salut est venu sans prix, ni que ce prix était juste. Il s'arrêta un moment, laissant ses mots s'installer. Puis il reprit, sa voix plus grave, presque magnétique. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il ne réclame pas de gratitude. Il ne récite pas ses accomplissements. Le véritable pouvoir crée, donne du pouvoir, puis se retire pour laisser les autres s'épanouir. Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle. Ce que vous décrivez, ce n'est pas du pouvoir. C'est un besoin. Déguisé en autorité. Autour de la table, certains dirigeants mondiaux baissèrent les yeux. D'autres semblaient réfléchir à leur propre politique. Car bien que Traoré s'adressât à Trump, ses paroles touchaient un système tout entier. Vous vous moquez de nous parce que nous avons besoin d'aide. Puis vous créez des systèmes qui nous assurent de toujours en avoir besoin. Vous critiquez notre dépendance, puis vous structurez votre aide pour qu'elle l'entretienne. Vous réclamez notre gratitude, alors même que vous rendez cette gratitude impossible. Trump, cette fois, ne répondit pas. Il était visible qu'il cherchait ses mots, mais ne les trouvait pas.
Écoute, je n'ai jamais dit ça. Mais Traoré poursuivit, implacable. Chaque phrase s'appuyait sur la précédente comme des vagues qui gagnent en intensité. La main qui donne peut être généreuse ou possessive. Elle peut ouvrir des portes, ou fabriquer des serrures. Elle peut planter des graines, ou arracher des racines. Ces métaphores étaient limpides, puissantes, presque poétiques. Vous avez choisi la possession au lieu de la générosité. Les serrures plutôt que les portes. L'arrachage des racines plutôt que la plantation des graines. Et puis, avec une force calme, il lâcha. Et maintenant, vous vous tenez devant le monde, frustré que votre possessivité n'ait pas généré d'amour, que vos chaînes n'aient pas produit de sécurité, que votre domination n'ait pas engendré de gratitude. Vous nous reprochez de ne pas apprécier un don, qui n'a jamais été donné gratuitement. Ce n'était pas une colère théâtrale. C'était une leçon magistrale. Livrée sans cri, sans menace. Seulement avec la certitude tranquille de celui qui parle vrai. Depuis 60 ans, vous nous dites que nous sommes des enfants. Que nous avons besoin d'être guidés. Vous avez structuré chaque interaction pour confirmer notre dépendance et votre sagesse. Vous avez créé des institutions pour nous aider, mais seulement dans la mesure où cela assurait votre propre rôle dans notre avenir. Les regards autour de la table étaient tendus. Des diplomates se consultaient en silence. Même les journalistes ne tapaient plus. Et vous vous demandez pourquoi nous ne vous faisons pas confiance? Pourquoi les jeunes dirigeants vous défient? Pourquoi la gratitude que vous attendiez n'est jamais venue? Traoré s'arrêta une dernière fois. Et dans ce bref instant, quelque chose bascula. Trump, quelques minutes auparavant, dominait la salle. Il était le centre de gravité. À présent, il était sur la défensive. La dynamique de pouvoir s'était inversée. Alors, Traoré parla d'une voix si basse, qu'elle en devint plus puissante encore. La dignité ne peut pas être donnée. On ne peut que la reconnaître, ou la détruire. Un frisson parcourut l'auditorium. Vous avez passé des décennies à détruire la nôtre, tout en exigeant des remerciements pour ce privilège. Il inspira, puis conclut. Vous nous avez donné de l'argent, oui. Mais avec chaque dollar, vous avez pris de la dignité. Vous avez fourni de l'aide, mais vous avez extorqué notre souveraineté. Vous avez proposé de l'aide, mais exigé la soumission. Et aujourd'hui, dans cette salle, devant ces témoins, je vous rends à la fois votre argent et vos attentes. Les dernières phrases arrivaient avec l'inévitabilité du lever du soleil, comme si tout ce qui s'était passé auparavant ne faisait que se construire vers ce moment de clarté absolue. Nous n'avons plus besoin de votre aide si elle est attachée à un bras de commande. Nous ne voulons plus de votre aide si cela nécessite notre diminution. Nous n'acceptons plus votre charité si le prix est notre dignité. Puis sont arrivées les 3 phrases qui allaient briser Internet, être citées dans les livres d'histoire et définir ce moment pour les générations à venir. Vous nous avez donné de l'argent, mais avec chaque dollar, vous avez pris de la dignité. Et aujourd'hui, je vous rends les deux. Le silence qui suivit était indescriptible. Ce n'était pas seulement que les gens avaient cessé de parler. C'était comme si tout le concept du son avait été suspendu. Le temps semblait figé, les souffles retenus, les cœurs arrêtés entre 2 battements. Trump se tenait là, la bouche légèrement ouverte. Pour peut-être la première fois de sa carrière politique, il était complètement sans parole. L'homme qui avait bâti sa réputation sur le fait de ne jamais reculer, de ne jamais admettre une faiblesse, de ne jamais concéder un point, se tenait silencieux et en quelque sorte plus petit qu'il ne l'avait été quelques instants auparavant. Autour de la table, les dirigeants mondiaux étaient assis, pétrifiés. Certains semblaient confus, d'autres mal à l'aise, mais tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inédit. Il ne s'agissait pas simplement d'un échange diplomatique qui aurait dérapé. Il s'agissait d'une dynamique de pouvoir fondamentale qui était en train d'être réécrite en temps réel. Le public, composé de délégués, de journalistes et d'observateurs, était assis dans un silence absolu. Les écrans de téléphone, qui clignotaient auparavant au rythme des notifications sociales, étaient désormais sombres et oubliés. C'était le genre de moment qui exigeait une attention totale, une confrontation dont on se souviendrait longtemps après que les détails politiques auraient été oubliés. Klaus Müller, le modérateur, avait l'air d'un homme regardant son dîner soigneusement planifié s'enflammer spontanément. Il avait préparé des notes pour chaque direction possible que la conversation pouvait prendre. Mais rien ne l'avait préparé à ce niveau de vérité brute et non filtrée. Finalement, après ce qui sembla durer des heures mais qui, en réalité, ne dura sans doute que 30 secondes, Trump tenta de répondre. Sa voix, quand elle se fit entendre, manquait de sa conviction habituelle. C'est une perspective très intéressante, dit-il, les mots sonnant creux même pour lui. Mais je pense que nous devons examiner les résultats réels de nos programmes d'aide, les résultats mesurables, les vies qui ont été améliorées. Il s'agissait d'une tentative désespérée de revenir sur un terrain plus sûr, de ramener la conversation vers les statistiques et la politique, des détails sur lesquels il pouvait espérer reprendre pied. Mais le moment avait dépassé ce genre de repli. Traoré ne l'interrompit pas. Il attendit simplement,
laissant les mots de Trump s'estomper dans le silence, démontrant par sa patience qu'il n'avait pas besoin de rivaliser pour attirer l'attention ou pour se battre pour l'espace. Son point de vue avait été exprimé, et il resterait valable, quelle que soit la réaction. Lorsque Trump eut terminé sa tentative de réfutation, Traoré prononça une dernière fois ces mots. Les chiffres nous disent ce qui s'est passé. La vérité nous dit pourquoi cela s'est produit. Aujourd'hui, j'ai offert la vérité. Demain, nous créerons de nouveaux chiffres. Et sur ce, il s'assit. Le modérateur, comprenant que toute tentative de poursuivre le panel serait au mieux décevante, demanda une pause. Mais personne ne bougea. Les délégués restaient figés, encore en train de traiter ce dont ils venaient d'être témoins. Les journalistes tentaient frénétiquement de capturer des citations et des réactions, tandis que les caméras zoomaient sur les visages dans la salle, documentant des expressions de choc, d'admiration, de malaise et de crainte. En quelques minutes, les écrans de téléphone commencèrent à se rallumer dans l'auditorium. Les notifications sur les réseaux sociaux explosèrent alors que les vidéos de l'échange commençaient à circuler. Les hashtags retour de la dignité et #Traoré devinrent viraux avant même que le modérateur n'ait officiellement mis fin à la session. Le personnel de Trump se regroupa, anxieux, chuchotant des conversations urgentes sur le contrôle des dégâts et les stratégies de réponse. Mais que pouvait-il dire? Comment rivaliser avec un moment d'une telle clarté cristalline, une articulation aussi parfaite de vérités inconfortables? Pendant ce temps, Traoré était assis calmement à son siège, sans se réjouir de son triomphe, ni paraître inquiet des conséquences. Il ressemblait simplement à un homme qui avait fait ce qui devait être fait, dit ce qui devait être dit, et qui était maintenant prêt à passer à ce qui allait suivre. Alors que les délégués commençaient à sortir de l'auditorium, beaucoup s'arrêtèrent pour lui serrer la main ou lui offrir des mots de soutien discrets. D'autres s'approchèrent avec plus de prudence, comme s'ils n'étaient pas certains que leur association avec lui ne puisse comporter des risques politiques. De retour à l'extérieur, une jeune journaliste de la BBC parvint à intercepter Traoré alors qu'il sortait du bâtiment. « Monsieur le Président » cria-t-elle en courant pour suivre son pas mesuré. C'était une confrontation incroyable là-dedans. Êtes-vous préoccupé par les répercussions diplomatiques? Craignez-vous que de telles critiques directes puissent nuire aux relations du Burkina Faso avec les donateurs occidentaux? Traoré s'arrêta, se tourna vers elle avec la même intensité calme qu'il avait affichée tout au long du panel, et répondit simplement. C'est la peur des conséquences qui nous a fait garder le silence pendant 60 ans. Mais le silence face à l'injustice n'est pas de la diplomatie. C'est de la complicité. Il fit une pause, puis ajouta. Le monde change. Les jeunes du monde entier en ont assez des mensonges polis et des compromis confortables. Ils veulent la vérité, même quand elle est inconfortable. Mais qu'en est-il des programmes d'aide qui pourraient être réduits en réponse à vos commentaires? Insista la journaliste. Ne vous inquiétez pas de l'impact sur votre peuple. Pour la première fois depuis la confrontation, Traoré sourit, non pas avec suffisance, mais avec une chaleur sincère. Mon peuple a survécu au colonialisme, aux programmes d'ajustement structurel, à la dette, aux crises et à des décennies d'aide condescendante. Nous survivrons également à la transition vers la dignité. En fait, nous prospérerons. Le journaliste griffonnait des notes frénétiquement, sachant que chaque mot de cet homme serait analysé et cité pendant des mois. Avez-vous un message pour les autres dirigeants africains qui regardent cela? Demanda-t-elle. J'ai le même message pour les dirigeants du monde entier, répondit Traoré, dites la vérité. Servez votre peuple. N'oubliez pas que le respect ne peut pas être exigé. Cela doit être gagné par des actes, pas par des paroles. Sur ce, il s'éloigna, laissant le journaliste et une foule croissante de spectateurs debout sur les marches du Centre international de conférences de Genève, essayant de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. En quelques heures, la confrontation avait explosé sur toutes les plateformes de médias sociaux. Le clip vidéo a été partagé des millions de fois, doublé et sous-titré dans des dizaines de langues. Les chaînes d'information du monde entier ont diffusé cette histoire dans leurs émissions du soir. Les éditorialistes ont eu du mal à saisir l'importance du moment, tandis que les analystes politiques débattaient de ses implications à long terme. À Washington, les conseillers de Donald Trump travaillaient frénétiquement pour élaborer une réponse qui pourrait d'une manière ou d'une autre sauver la situation. Mais comment répondre à des critiques aussi précises et dévastatrices sans paraître sur la défensive ou vindicatif? En Afrique, la réaction fut immédiate et écrasante. De Lagos au Caire, de Johannesburg à Nairobi, les gens regardaient la vidéo avec un mélange de fierté, d'étonnement et d'espoir. Voilà enfin un leader qui avait dit ce qu'il pensait depuis des décennies, mais qu'il n'avait jamais entendu exprimer avec autant de force sur une telle scène. Les étudiants universitaires organisèrent des soirées de visionnage. Les influenceurs des médias sociaux créèrent des vidéos de réaction. Les artistes commencèrent à créer des peintures murales et des œuvres d'art numérique inspirées du moment. La phrase « Je rends les deux » devint un cri de ralliement pour les mouvements de dignité à travers le continent et au-delà.
Mais la réaction la plus révélatrice vint peut-être d'autres dirigeants mondiaux. Au cours des conversations privées qui suivirent, de nombreuses personnes admirent que les paroles de Traoré les avaient forcés à affronter des vérités dérangeantes sur leurs propres approches des relations internationales. Certains commencèrent à réévaluer discrètement les programmes d'aide et les stratégies diplomatiques, reconnaissant que les anciens modèles pourraient ne plus être viables dans un monde où les jeunes dirigeants étaient de moins en moins disposés à accepter un manque de respect déguisé en assistance. La confrontation de Genève avait duré moins de 15 minutes, mais son impact allait se faire sentir pendant des années. Cela marqua le moment où l'ordre postcolonial commença à se fissurer. Lorsque l'autorité morale occidentale commença à s'effondrer, une nouvelle génération de dirigeants s'annonça avec clarté et courage. Ibrahim Traoré était venu à Genève en tant que président d'un petit pays africain enclavé. Il partit comme la voix d'un mouvement, l'incarnation d'un nouveau type de leadership qui refusait d'échanger la dignité contre l'assistance, le respect des ressources ou la vérité contre le confort. Le monde ne serait plus jamais tout à fait le même. Et c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, ce qui s'est passé ensuite allait prouver que les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec une conviction absolue, peuvent effectivement remodeler la réalité. 3 jours après Genève, quelque chose d'inédit commença à se produire. Tout débuta discrètement, presque invisiblement, dans les couloirs du pouvoir, là où se prennent les vraies décisions, loin des caméras et des micros. À Berlin, le chancelier Schulz convoqua une réunion d'urgence avec ses ministres du développement. Le sujet n'a pas été officiellement enregistré, mais des sources proches de la discussion révélèrent plus tard que le dirigeant allemand avait été profondément affecté par les propos de Traoré. Nous devons examiner si nos programmes d'aide donnent réellement du pouvoir aux bénéficiaires ou s'ils les rendent simplement plus dépendants de nous, fut-il cité. En une semaine, l'Allemagne annonça une révision complète de ses initiatives de développement en Afrique, axée sur ce qu'elle appelle un partenariat centré sur la dignité. Des discussions similaires eurent lieu dans les capitales d'Europe et d'Amérique du Nord. Le président français M. Ronson, resté figé pendant l'affrontement de Genève, admit en privé à ses plus proches conseillers que Traoré avait exprimé quelque chose que nous essayons tous d'ignorer. La France commença à restructurer discrètement ses relations avec ses anciennes colonies africaines, tout en prenant soin de ne pas présenter cette démarche comme une réponse directe à l'incident de Genève. Même à Washington, où l'équipe de Donald Trump s'efforçait encore de gérer les retombées, des diplomates de carrière et des spécialistes du développement commencèrent à avoir des conversations franches sur la question de savoir si l'approche américaine en matière d'aide étrangère atteignait ses objectifs déclarés ou perpétuait simplement les problèmes qu'elle prétendait résoudre. Mais la véritable révolution se produisait en Afrique même. À Accra, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, regarda la vidéo de Genève à 3 reprises avant de convoquer son cabinet en session d'urgence. Ce jeune homme a dit ce que nous pensons tous depuis des décennies, dit-il à ses ministres. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? En quelques jours, le Ghana annonça son intention de renégocier plusieurs accords d'aide, en particulier ceux comportant des exigences politiques portant atteinte à la souveraineté nationale. Le ministre des Finances ghanéen déclara: l'aide devrait renforcer notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et non l'affaiblir. Des mouvements similaires commencèrent à émerger à travers le continent. Au Kenya, des étudiants universitaires organisèrent des rassemblements massifs pour soutenir ce qu'ils appelèrent la doctrine de la dignité. Au Nigeria, l'influent artiste afro-béa Burna Boy sortit une chanson intitulée Return Boat qui échantillonnait l'audio du discours de Traoré et devint rapidement un hymne pour les jeunes Africains exigeant le respect de leurs partenaires internationaux. L'explosion des médias sociaux ne ressemblait à rien de ce que les observateurs politiques avaient jamais vu. Le hashtag « Retour » était à la mode dans plus de 40 pays. Mais ce ne sont pas seulement les Africains qui partagèrent le contenu. Les jeunes d'Amérique latine, d'Asie et même de certaines régions d'Europe commencèrent à utiliser cette expression pour remettre en question leurs propres expériences face aux politiques condescendantes d'aide et de développement. Un moment particulièrement fort se produisit lorsqu'un groupe de dirigeants autochtones d'Amérique latine publia une réponse vidéo au discours de Traoré. Ce que vous avez dit à Genève, déclara Maria Santos, une militante bolivienne des droits des autochtones, s'applique à toutes les communautés à qui l'on a dit qu'elles devaient être sauvées par les personnes mêmes qui ont créé leurs problèmes en premier lieu. L'expression « développement centré sur la dignité » commença à apparaître dans des articles universitaires, des propositions politiques et des documents de l'ONU. Les organisations internationales de développement se retrouvèrent dans une situation difficile. Elles durent réviser leurs énoncés de mission et la conception de leurs programmes pour répondre à ce que l'on appelait le défi de Genève. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré subissait une pression d'un autre type. Son téléphone sonnait sans cesse, avec des demandes d'interview de la part des principaux médias internationaux, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24. Tout le monde voulait capturer davantage de la magie qui avait électrisé Genève. Mais Traoré resta sélectif,
n'acceptant que des entretiens où ils pouvaient discuter d'alternatives politiques substantielles plutôt que de simplement rejouer la confrontation. Dans une interview particulièrement révélatrice avec Zab Badawi de la BBC, il expliqua sa philosophie. L'objectif n'a jamais été d'embarrasser qui que ce soit ni de rejeter toute forme de coopération internationale. L'objectif était d'établir que la coopération doit se faire entre égaux, et non entre bienfaiteurs et bénéficiaires. Lorsque vous traitez quelqu'un comme quelqu'un qui est perpétuellement dans le besoin, vous le privez de la possibilité de devenir véritablement indépendant. Mais tout le monde ne célébrait pas. Les groupes de réflexion et les instituts politiques occidentaux commencèrent à publier des articles remettant en question le caractère réaliste et durable de l'approche de Traoré. La Heritage Foundation publia un rapport intitulé Les dangers du nationalisme de l'aide. Alors que le Council on Foreign Relations mettait en garde contre la montée du sentiment anti-occidental déguisé en mouvement souverainiste, les intérêts des entreprises étaient particulièrement nerveux. Les sociétés minières, les conglomérats agricoles et les géants pharmaceutiques qui avaient structuré leurs opérations africaines autour de relations dépendantes de l'aide ont commencé à voir leurs modèles économiques remis en question. Les cours des actions de plusieurs grandes entreprises fortement exposées à l'Afrique ont sensiblement chuté dans les semaines qui ont suivi Genève. La réponse la plus spectaculaire des entreprises est venue de Total Energy, le géant pétrolier français qui avait de vastes opérations en Afrique de l'Ouest. Le PDG Patrick Pouyanné a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration pour discuter de ce qu'il a appelé l'effet Traoré sur leurs opérations régionales. Des documents internes divulgués ultérieurement à la presse ont révélé que l'entreprise envisageait de se retirer de plusieurs pays africains où elle craignait que la nouvelle politique de dignité ne menace ses accords préférentiels. Cette inquiétude des entreprises n'était pas infondée. Au Tchad, le président Mahama Déby a annoncé que son gouvernement allait réexaminer tous les contrats des industries extractives afin de garantir qu'ils offrent une juste valeur pour les ressources nationales et respectent la souveraineté du pays. Des annonces similaires ont été faites par les dirigeants du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo. Les implications économiques étaient stupéfiantes. Bloomberg estime que si même la moitié de l'Afrique subsaharienne mettait en œuvre le type de politique de souveraineté préconisée par Traoré, elle pourrait rediriger des centaines de milliards de dollars de revenus tirés des ressources naturelles des multinationales vers des programmes de développement national. Mais la réponse la plus révélatrice est peut-être venue de la Chine, qui avait observé en silence le déroulement de la scène. Contrairement aux puissances occidentales, qui avaient réagi de manière défensive aux critiques de Traoré, Pékin y a vu une opportunité. Les responsables chinois ont commencé à tendre la main aux dirigeants africains, leur proposant ce qu'ils ont appelé un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et la prospérité partagée. L'approche chinoise était sophistiquée. Plutôt que de critiquer directement les modèles d'aide occidentaux, ils ont simplement proposé des alternatives. Nous ne vous demandons pas de changer vos systèmes politiques, a déclaré le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, lors d'une réunion des ministres africains du commerce maritime. Nous ne vous demandons pas d'adopter nos valeurs. Nous souhaitons simplement travailler sur un pied d'égalité. Cela a placé les gouvernements occidentaux dans une position impossible. Plus ils critiquaient les exigences irréalistes de Traoré en matière de dignité et de respect, plus ils renforçaient son argument selon lequel il considérait les dirigeants africains comme des enfants incapables de prendre leurs propres décisions. Plus ils insistaient sur le fait que leur aide était sans condition, plus il devenait évident que ces conditions avaient toujours existé. Pendant ce temps, Donald Trump était aux prises avec une crise d'identité politique. Sa marque a toujours été construite sur le fait de projeter de la force, de ne jamais reculer, d'avoir toujours le dernier mot. Mais Genève l'avait laissé sans voix, et plus il restait silencieux, plus son silence était interprété comme une concession. Ses conseillers étaient divisés. Certains l'ont exhorté à redoubler d'efforts, à attaquer Traoré de manière plus agressive et à défendre les programmes d'aide américains avec plus de force. D'autres ont fait valoir que toute réponse ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur l'incident et donnerait à Trump une apparence défensive. La décision a été prise pour lui lorsque l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, a diffusé un segment intitulé « L'ingratitude d'Ibrahim Traoré ». Le segment était censé défendre Trump et attaquer le président du Burkina Faso, mais il s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Le ton condescendant de Carlson et ses statistiques soigneusement sélectionnées sur l'aide américaine à l'Afrique n'ont fait que renforcer l'argument initial de Traoré sur le paternalisme occidental. La réaction a été rapide et brutale. Les dirigeants afro-américains qui étaient restés silencieux lors de la confrontation initiale de Genève se sont maintenant exprimés avec force. Lorsque vous ignorez les préoccupations légitimes d'un dirigeant africain en matière de dignité et de respect, a déclaré le révérend Al Sharpton, militant des droits civiques, vous ne l'attaquez pas seulement. Vous attaquez le principe fondamental selon lequel tous les êtres humains méritent d'être traités sur un pied d'égalité. Le Congressional Black Caucus a publié une déclaration soutenant l'appel du président Traoré à des relations internationales axées sur la dignité.
Plusieurs célébrités afro-américaines, dont Oprah Winfrey et Michael Jordan, ont utilisé leur tribune pour amplifier le message de Traoré. Plus dommageable encore pour Trump a été la réaction des jeunes politiciens républicains, qui y ont vu une occasion de se distancier de ce qu'ils considéraient comme des approches dépassées des relations internationales. Le sénateur Tim Scott, de Caroline du Sud, souvent cité comme candidat potentiel à la présidence, a prononcé un discours à l'université de Georgetown appelant à un nouveau modèle de leadership américain qui responsabilise nos partenaires internationaux plutôt que de les condescendre. Ce moment de Genève avait provoqué un réalignement politique que personne n'avait anticipé. Les clivages gauche-droite traditionnels semblaient moins pertinents lorsque la question centrale était de savoir si les relations internationales devaient être fondées sur le respect mutuel ou la domination hiérarchique. Cela est devenu encore plus évident lorsque des événements inattendus ont eu lieu. Des voix se sont élevées pour soutenir la position de Traoré. Les politiciens libertariens, habituellement opposés à l'aide étrangère, se sont retrouvés à saluer son appel à la dignité et à l'autonomie. Les militants progressistes, généralement favorables à une augmentation de l'aide au développement, ont commencé à se demander si cette aide autonomisait réellement les bénéficiaires ou ne faisait que perpétuer la dépendance. L'impact intellectuel a été tout aussi profond. Les universités ont commencé à proposer de nouveaux cours sur la théorie du développement postcolonial et les relations internationales axées sur la dignité. Des conférences universitaires, auparavant axées sur l'efficacité de l'aide, ont commencé à explorer les questions de l'agencement et de l'autodétermination des bénéficiaires. Un article particulièrement influent, publié dans Foreign Affairs par la Kennedy School de Harvard, affirmait que Traoré avait identifié une faille fondamentale dans la pensée du développement international de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous avons fonctionné en partant du principe que les bonnes intentions justifient les méthodes paternalistes, a écrit le Dr Sarah Chen, auteur principal de l'article. Mais comme l'a démontré le président Traoré, les bénéficiaires de notre aide ont leur propre point de vue sur ce qui constitue une véritable assistance par rapport à un contrôle subtil. Le monde des affaires s'est également adapté, mais pas toujours de la manière dont les entreprises occidentales l'ont apprécié. Une nouvelle génération d'entrepreneurs africains a commencé à créer des entreprises explicitement conçues pour réduire la dépendance à l'égard des technologies, des financements et de l'expertise occidentale. Le mouvement des solutions africaines aux problèmes africains a pris de l'ampleur grâce à des startups prospères dans les domaines de la fintech, de l'agriculture et des énergies renouvelables, prouvant que le continent pouvait innover et se développer sans encadrement extérieur permanent. Un exemple particulièrement réussi est celui d'une entreprise kenyane de technologie agricole qui a développé des semences résistantes à la sécheresse, spécifiquement adaptées aux conditions de l'Afrique de l'Est. Au lieu de s'appuyer sur les institutions de recherche et les entreprises semencières occidentales, elle a noué des partenariats avec des universités locales et des communautés agricoles traditionnelles. En 2 ans, leurs innovations ont été adoptées dans toute la région, créant des milliers d'emplois et réduisant l'insécurité alimentaire sans nécessiter d'aide étrangère. Des articles comme celui-ci ont commencé à apparaître régulièrement dans les médias économiques internationaux, remettant en question le discours selon lequel le développement de l'Afrique nécessitait une intervention occidentale. The Economist a publié un article de couverture intitulé « Le dividende de la dignité de l'Afrique », documentant comment les pays ayant adopté des politiques de primauté de la souveraineté attiraient davantage d'investissements et obtenaient de meilleurs résultats en matière de développement que ceux qui restaient dépendants. Mais la validation la plus convaincante du message de Traoré est venue d'une source inattendue, la nouvelle génération de dirigeants africains eux-mêmes. En Afrique du Sud, Julius Malema, le leader controversé des combattants pour la liberté économique, a organisé un sommet continental intitulé « Dignité et développement, la nouvelle voie de l'Afrique ». Malgré la rhétorique souvent clivante de Malema, le sommet a attiré des dirigeants modérés de toute l'Afrique, déterminés à mettre en œuvre des stratégies de développement fondées sur la souveraineté. La déclaration finale du sommet était remarquable par sa spécificité. Plutôt que de se contenter de critiquer les relations d'aide existantes, elle a présenté des alternatives concrètes. Des accords commerciaux continentaux réduiraient la dépendance aux marchés extérieurs, des programmes de transfert de technologie renforceraient les capacités locales au lieu d'une dépendance perpétuelle, et des politiques d'extraction des ressources garantiraient une juste compensation pour les richesses naturelles africaines. Plus important encore, le sommet a annoncé la création d'un fonds pour la dignité africaine, un véhicule d'investissement continental qui fournirait un financement du développement sans les conditions politiques généralement attachées à l'aide occidentale. Le fonds était initialement doté de 50 milliards de dollars grâce aux contributions des gouvernements africains, des communautés de la diaspora et d'investisseurs privés convaincus du potentiel de développement autonome du continent. Le premier investissement majeur du fonds a concerné les infrastructures d'énergie renouvelable dans la région du Sahel, y compris au Burkina Faso. Mais contrairement au projet de développement classique, celui-ci a été entièrement conçu, mis en œuvre et géré par des institutions africaines. Le symbolisme était aussi important que l'impact pratique.
L'Afrique prouvait qu'elle pouvait résoudre ses propres problèmes si on lui en donnait les ressources et le respect. Les réactions internationales à ces événements ont révélé les profondes inquiétudes évoquées par le discours de Genève. La couverture médiatique occidentale était souvent dédaigneuse, remettant en question la capacité des institutions africaines à gérer efficacement des projets d'une telle envergure. Mais ces critiques ne font que renforcer l'argument initial concernant les attitudes paternalistes. Des observateurs occidentaux plus réfléchis ont reconnu qu'un changement fondamental était en cours. Ce à quoi nous assistons, écrivait Thomas Friedman dans le New York Times, n'est pas un sentiment anti-occidental, mais une confiance pro-africaine. Il y a une différence, et notre capacité à la comprendre déterminera si nous resterons des partenaires pertinents ou si nous deviendrons des observateurs non pertinents. La transformation se produisait simultanément à plusieurs niveaux. Tandis que les gouvernements renégociaient les accords d'aide et que les entreprises restructuraient leurs opérations en Afrique, les citoyens ordinaires de tout le continent intériorisaient un nouveau sentiment de possibilité et d'estime de soi. Dans les universités de Lagos à Addis Abeba, les étudiants ont commencé à organiser des célébrations de la Semaine de la Dignité, avec des discussions sur l'identité postcoloniale, la souveraineté économique et l'autodétermination. Il ne s'agissait pas de manifestations anti-occidentales enflammées, mais d'explorations approfondies de ce qu'est un véritable partenariat. Plus important encore, les discussions se sont propagées au-delà de l'Afrique. Au Bangladesh, des leaders étudiants ont commencé à s'interroger sur les raisons pour lesquelles leur pays acceptait une aide au développement assortie d'obligations d'achat de biens et de services auprès des pays donateurs. En Bolivie, des communautés autochtones ont commencé à exiger que les organisations non gouvernementales internationales présentes sur leur territoire agissent en partenaires plutôt qu'en bienfaiteurs. Les principes de Genève, la dignité, la souveraineté, le respect mutuel et un partenariat authentique devenaient un cadre mondial pour repenser les relations internationales de développement. 6 mois après la confrontation, Ibrahim Traoré était invité à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. Son discours était très attendu, les dirigeants mondiaux étant curieux de voir s'il maintiendrait son approche conflictuelle ou adopterait un ton plus diplomatique maintenant qu'il avait acquis une reconnaissance mondiale. Ils ont obtenu quelque chose de plus sophistiqué que ces deux extrêmes. Traoré a utilisé sa tribune à l'ONU non pas pour attaquer les politiques d'aide occidentale, mais pour articuler une vision positive de ce que pourrait être la coopération internationale lorsqu'elle serait fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la charité hiérarchique. Nous ne rejetons pas le partenariat, a-t-il déclaré aux délégués. Nous rejetons le paternalisme. Nous ne refusons pas l'aide. Nous refusons l'idée que l'aide exige un abandon de dignité. Nous ne nous opposons pas à la coopération. Nous nous opposons à l'idée selon laquelle la coopération implique que certaines nations doivent toujours être donneuses tandis que d'autres doivent toujours être bénéficiaires. Le discours a présenté des propositions politiques spécifiques, des programmes de transfert de technologies renforçant les capacités locales au lieu d'une dépendance perpétuelle, des accords commerciaux permettant aux pays en développement de valoriser leurs ressources avant l'exportation, et des cadres d'investissement privilégiant les partenariats à long terme à l'extraction à court terme. Mais le moment le plus marquant est survenu à la fin, lorsque Traoré a abordé les implications plus larges du principe de dignité. Lorsque nous parlons de dignité, nous ne parlons pas seulement de la relation de l'Afrique avec l'Occident. Nous parlons d'un principe fondamental qui devrait régir toutes les interactions humaines. La reconnaissance que chaque personne, chaque communauté, chaque nation possède une valeur intrinsèque qui ne peut être sacrifiée contre un avantage matériel. Ce principe s'applique aux communautés autochtones des Amériques, aux minorités ethniques d'Asie, aux familles ouvrières d'Europe et d'Amérique du Nord. La dignité n'est pas une question africaine. C'est une question humaine. L'ovation debout a duré près de 5 minutes, menée non seulement par des délégués africains, mais aussi par des représentants de tout le Sud et même de certains pays développés, qui ont reconnu l'applicabilité universelle du message de Traoré. L'année suivante, la doctrine de la dignité est devenue un cadre reconnu dans la théorie des relations internationales. Les facultés de droit ont commencé à dispenser des cours sur le droit international fondé sur la dignité. Les écoles de commerce ont proposé des programmes sur le commerce mondial axés sur le respect. Même les armées ont commencé à intégrer les principes de dignité dans leur formation sur la coopération internationale et le maintien de la paix. La confrontation de Genève a duré moins de 15 minutes, mais ses répercussions ont continué de transformer les relations internationales d'une manière imprévisible. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement défié Donald Trump. Il avait remis en question tout un système de pensée sur le pouvoir, le partenariat et la dignité humaine qui avait dominé la politique mondiale pendant des décennies. Le monde avait bel et bien changé, et c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Mais que se passe-t-il lorsque la dignité affronte le pouvoir sur la scène mondiale? Que se passe-t-il lorsque des continents entiers refusent d'échanger le respect contre des ressources? Et comment la communauté internationale s'adapte-t-elle lorsque les anciennes règles d'engagement ne sont plus acceptables pour une nouvelle génération de dirigeants qui refusent d'être reconnaissants de leur propre amoindrissement?
Que pensez-vous lorsque quelqu'un dit enfin la vérité que tout le monde pensait mais que personne n'osait dire? Cela change-t-il tout? Et lorsque la dignité affronte l'arrogance sur la scène mondiale, sentons-nous tous le sol se dérober sous nos pieds? Dites-nous dans les commentaires ce que ce moment signifie pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. La semaine prochaine, nous plongerons dans ce qui s'est passé lorsque Traoré a franchi le seuil du tribunal français et a affronté le pouvoir des entreprises avec rien d'autre que la vérité et un sens inébranlable de la justice. L'histoire que vous allez entendre vous montrera que parfois, l'arme la plus puissante contre l'injustice n'est ni la violence ni la richesse. C'est simplement refuser de se taire quand tout le monde s'attend à ce que vous le fassiez.